Mon dernier ouvrage, Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, est paru aux éditions Debouc Supérieur le 2 octobre 2017. Il était préfacé par l'ancien ministre d'État Jean-Louis Borloo. Je l'ai accompagné par une conférence promotionnelle que j'ai réalisée plus de 60 fois depuis la parution de l'ouvrage. Je vous la délivre aujourd'hui sur Energy Challenge. La quadrature du cercle est un des plus vieux problèmes de mathématiques qui date de l'Antiquité. Il stipule qu'on ne peut dessiner un carré de surface équivalente à un cercle de rayon 1. Cela nécessiterait en effet que le côté du carré soit égal à la racine de pi, ce qui est impossible dans la mesure où pi est un nombre transcendant possédant une infinité de décimales. Dans le langage courant, la quadrature du cercle caractérise donc un problème insoluble. L'équation de la transition énergétique est représentée par les trois mots-clés a priori contradictoires, croissance, énergie et climat. Serait-elle pour autant insoluble? Autrement dit, la transition peut-elle ou pas dépasser la quadrature du cercle? Bien que le bien-être et le bonheur ne soient pas absolus, croissance et développement économique y prennent une part essentielle. Il n'est donc pas surprenant que la croissance à 3% soit devenue le Graal de l'homme moderne. Ne représente-t-elle pas le plein emploi, des recettes assurées pour l'État, une assurance maladie et des retraites en équilibre, davantage de financement pour la recherche, la culture et les entreprises? Pourtant, la croissance économique est un concept récent qui n'a pas encore fêté ses 200 bougies. À partir de l'étude minutieuse de standards sociétaux, le célèbre économiste britannique Angus Maddison a démontré qu'entre l'avènement du Christ et le début du XIXe siècle, l'être humain n'était pas vraiment parvenu à améliorer sa qualité de vie. Au cours des XIVe, XVe et XVIe siècles, les grandes épidémies de peste décimant plus de la moitié de la population européenne, puis les guerres de religion, auraient même été source d'une profonde période de récession économique. C'est en fait la révolution industrielle du XIXe siècle qui siffla le début de la croissance. Le phénomène s'est ensuite fortement accéléré, notamment après le dernier conflit mondial. Ainsi, au cours des 70 dernières années, le produit intérieur brut mondial a été multiplié par 10. Avec une moyenne de 2,9% par an, le monde a satisfait le Graal de la croissance. Situation durable ou anomalie, dans la mesure où cette période n'a aucun précédent historique. Il y a près de 500 000 ans, l'homme a domestiqué le feu. Rapidement, il en a imaginé de multiples applications domestiques et métallurgiques. Puis, en 3500 ans avant notre ère, il a découvert la roue. Mais l'horloge technologique s'est arrêtée là. Quand on compare le char de Ramsès II poursuivant Moïse à travers la mer Rouge, celui de Ben-Hur combattant Messala et la diligence du début du XIXe siècle, on ne perçoit aucune rupture technologique. C'est en transformant le feu des hommes des cavernes en énergie mécanique grâce à la machine à vapeur que le physicien écossais James Watt a inventé la société de croissance. Il serait toutefois injuste de lui en octroyer l'exclusivité. En 1841, le physicien anglais Michael Faraday découvre l'induction électromagnétique et transforme du travail mécanique en électricité. Puis, quelques années plus tard, le chercheur serbe Nikola Tesla invente le moteur électrique. La boucle est bouclée. Le feu peut se transformer en énergie mécanique puis en électricité, et l'électricité peut à son tour générer de l'énergie mécanique ou de la chaleur. Plus besoin de la main de l'homme ni du labeur du cheval pour produire, le feu travaille à leur place avec une efficacité démultipliée. Aujourd'hui, notre monde de croissance ne gravite qu'autour de machines à vapeur un peu plus sophistiquées. Le moteur des voitures, le réacteur des avions ou les turbines à gaz des centrales électriques ne sont en fait que leurs arrière-petits-enfants. L'innovation technologique est donc le premier ingrédient de la croissance économique. Mais si le feu des hommes des cavernes venait subitement à manquer, les géniales inventions de nos ancêtres deviendraient instantanément de froides et immobiles pièces de musée, comme la machine à vapeur que l'on peut trouver au musée des Arts et Métiers. Aussi,
Si la technologie est le catalyseur de la croissance économique, l'énergie en est donc son indispensable aliment. Dès la préhistoire, le bois a été utilisé comme principale source d'énergie. Il aurait donc pu continuer à être utilisé pour produire le feu de la croissance et nourrir les machines à vapeur de la révolution industrielle. Cela aurait toutefois posé un premier problème, car le bois était à l'époque aussi le principal matériau de construction. Aussi, le bois énergie serait rapidement entré en concurrence avec le bois construction et provoquer la flambée des cours. Aussi, l'homme va aller chercher l'énergie dans le sous-sol en utilisant d'abord le charbon. Au cours du XIXe siècle, on assiste ainsi à une première transition énergétique. De 100% bois en 1800, le mix évoluera vers 50% bois et 50% charbon au début du XXe siècle. Puis, au XXe siècle, les deux autres énergies fossiles, que sont le pétrole et le gaz, vont effectuer une percée spectaculaire et devenir les incontournables ingrédients de notre croissance économique. Il est intéressant à ce stade de mettre en évidence la seconde raison pour laquelle le bois n'aurait pas pu nourrir la croissance économique. Considérons un puits de pétrole moyen occupant en surface 1 hectare et produisant durant 20 ans 4 millions de barils, soit l'équivalent de 7 TWh. Ce même hectare de bois aurait produit durant ces 20 années seulement 600 MWh, soit 10 000 fois moins. Autrement dit, pour produire l'équivalent de nos 7 TWh de pétrole, il aurait fallu abattre 10 000 hectares de forêt. On comprend donc aisément que si l'on avait utilisé le bois comme aliment de la croissance, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus un seul arbre sur la planète. Au contraire, grâce au charbon, au pétrole et au gaz, la France s'est reforestée, passant de 5 millions d'hectares au début du XIXe siècle à plus de 16 millions d'hectares aujourd'hui. La France a retrouvé aujourd'hui la surface boisée qu'elle possédait au XVIe siècle. L'énergie étant l'indéniable aliment de la croissance économique, il n'est donc pas surprenant d'observer une forte corrélation entre l'évolution du produit intérieur brut mondial et la consommation d'énergie primaire depuis la fin du second conflit mondial. Pourtant, cette relation est loin d'être linéaire. Ainsi, faut-il beaucoup moins d'énergie aujourd'hui qu'il en fallait au début des années 50 pour produire la même quantité de richesse. La relation énergie-croissance se mesure à l'aide de l'intensité énergétique qui est égale au rapport instantané entre la consommation d'énergie primaire et le produit intérieur brut. Plus elle est faible, plus l'économie est performante puisqu'il faut moins d'énergie pour produire une quantité de richesse équivalente. L'intensité énergétique s'exprime tout simplement en kWh par euro. Depuis la révolution industrielle, l'intensité énergétique mondiale a été divisée par 3. Elle le doit au progrès technologique, mais aussi au déplacement des activités industrielles lourdes vers les services et le tertiaire. La valeur mondiale de l'intensité énergétique, égale à 2,3 kWh par euro, semble converger vers une valeur asymptotique qui descendra difficilement en dessous de 1 kWh par euro. La réduction de l'intensité énergétique mondiale ne doit toutefois pas en cacher l'hétérogénéité planétaire. Si l'européen et l'américain se situent nettement en dessous de la moyenne mondiale, la plupart des pays émergents possèdent une intensité énergétique bien supérieure. Ainsi, pour produire la même quantité de richesse, les Russes, les Chinois et les Indiens consommeront-ils en moyenne 4 à 5 fois plus d'énergie que les Européens. Autrement dit, les grandes réserves de réduction de l'intensité énergétique se trouvent au sein des pays émergents et non plus dans les pays de l'OCDE qui, en relatif, ont pratiquement terminé leur transition énergétique. Ce phénomène, que nous appelons le syndrome du pauvre, est une donnée essentielle de la transition énergétique. La combustion des énergies fossiles émet chaque année des quantités significatives de gaz à effet de serre. Cette quantité, qui était de l'ordre de 20 milliards de tonnes par an durant les années 70, a atteint en 2016 35 milliards de tonnes. Mais, en termes d'émissions, tous les combustibles fossiles ne sont pas identiques.
Plus un combustible contient beaucoup de carbone et peu d'hydrogène, plus il émettra de dioxyde de carbone. Aussi, à teneur énergétique équivalente, le pouvoir d'émission du charbon est de 75% supérieur à celui du gaz naturel, qui apparaît de loin comme l'énergie fossile la plus écologique. Le CO2 restant dans l'atmosphère près de 100 ans, l'activité humaine a donc fortement contribué depuis le début de la révolution industrielle à en augmenter la teneur dans l'atmosphère. Des mesures régulières ont montré qu'en 60 ans, la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère s'est accrue de 20%. C'est une donnée indiscutable. Le réchauffement climatique est aussi une donnée observable. Fonte des calottes polaires et de nombreux glaciers, personne ne le conteste. Ce que les climato-sceptiques mettent en doute, c'est la corrélation entre les deux. Selon eux, la cause du réchauffement serait naturelle et non pas anthropique. Pas évident à croire compte tenu de la rapidité du réchauffement, le débat reste néanmoins ouvert. La croissance économique fait massivement appel aux énergies fossiles qui représentent aujourd'hui 82% du mix énergétique mondial. Elles seraient donc incompatibles avec les objectifs climatiques. Nous revenons donc à la question clé, la transition énergétique pourra-t-elle ou pas dépasser cette quadrature du cercle? Les émissions mondiales de gaz à effet de serre peuvent se décomposer en 4 composantes élémentaires grâce à l'équation dite de Kaya. Si j'écris CO2 égale CO2, vous êtes d'accord. Je divise OT-bas par mégawattheure, toujours d'accord. OT-bas par kilo-euro, puis OT-bas par habitant, toujours d'accord. De droite à gauche, l'équation de Kaya fait apparaître naturellement les 4 leviers de la transition. La croissance démographique, la croissance économique, l'intensité énergétique que j'ai introduite précédemment, et enfin le pouvoir d'émission d'un combustible élevé pour le charbon, intermédiaire pour le pétrole, faible pour le gaz et normalement nul pour le nucléaire et les renouvelables. Sans toucher ni à la croissance démographique ni à la croissance économique, une transition vers un monde moins carboné repose donc sur 2 leviers. Le déplacement des combustibles fortement carbonés tels le charbon et le pétrole vers des combustibles moins carbonés comme le gaz ou décarbonés comme le nucléaire ou les renouvelables. La réduction de l'intensité énergétique qui sous-entend bien entendu les notions sous-jacentes d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie. Illustrons tout cela sur quelques exemples. En 50 ans, la consommation d'énergie de la planète a été multipliée par 4, passant de 43 pétawattheures en 1965 à presque 160 pétawattheures en 2015, et ce au profit de 5 usages principaux. Les transports, l'habitat, l'industrie, la pétrochimie et enfin l'électricité. Intéressons-nous plus particulièrement à 2 d'entre elles, les transports où le pétrole règne en maître absolu puisqu'il représente 92% de l'énergie utilisée, mais aussi la génération électrique où le charbon compte encore aujourd'hui pour près de la moitié de l'énergie primaire. En 2010, le parc mondial automobile a franchi le cap du milliard de voitures. 80 000 avions relient chaque jour les 14 000 aéroports de la planète, tandis que plus de 50 000 gros containers sillonnent les mers. Le pétrole, qui représente 92% de l'énergie utilisée dans les transports, compte pour 26% des émissions de gaz à effet de serre. Par type de transport, l'énergie consommée se répartit de la façon suivante. 5% pour les trains, 17% pour les camions, 30% pour les voitures, 31% pour les bateaux et 17% pour les avions. Le rail peut être aisément converti à l'électricité, tandis qu'il n'y a pas d'alternative au kérosène aujourd'hui pour les avions. Solar Pulse, c'est une personne à 70 km/h. On est donc très loin de faire voler un Airbus A380 avec des énergies renouvelables. À moyen terme, le déplacement du pétrole vers d'autres énergies dans les transports se concentrera donc sur les bateaux, les camions et les voitures individuelles
Ils représentent à eux seuls 78% du fioul consommé dans les transports. Dans le domaine maritime, la seule alternative crédible au fioul est le gaz naturel liquéfié. Refroidi à moins 163 degrés, le GNL est un concentré énergétique remarquable. Occupant un volume 3 fois inférieur au gaz comprimé et 600 fois inférieur au gaz à pression atmosphérique, il peut être chargé en toute sécurité sur les navires en quantité suffisante pour des voyages transatlantiques. Il n'émet aucune particule et 22% de gaz à effet de serre en moins que le fioul. Le GNL pour le fret maritime est un marché qui devrait fortement se développer au cours des prochaines années. Le Francisco de la société argentine Buquebus est un prototype en service fonctionnant au GNL. Il assure à grande vitesse la liaison Buenos Aires-Montevideo. À court terme, un certain nombre de paquebots de croisière de la société Costa seront mis en service. Par ailleurs, la compagnie CMA-CMG, numéro 3 mondial du transport maritime, a annoncé en novembre 2017 que 9 nouveaux porte-containers géants livrables fin 2019 seraient équipés au GNL. La puissance des camions étant comprise entre 500 et 1000 chevaux, l'électricité n'apparaît pas aujourd'hui comme une alternative crédible au fioul. Les batteries seraient trop lourdes et le temps de charge rédhibitoire. Aussi, comme pour les bateaux, le gaz apparaît comme une alternative séduisante au fioul, à la fois dans ses versions comprimées et liquéfiées. Le principal problème reste l'approvisionnement. Le réseau de stations est en effet insuffisamment développé et reste un frein important pour développer les flottes. Toutefois, la société belge Jost a récemment annoncé qu'elle ferait passer en 2019 le tiers de sa flotte de 1500 camions au GNL. À condition qu'elle soit décarbonée, l'électricité est une alternative séduisante pour les voitures individuelles. Pas de rejet de CO2 ni de particules et un silence à s'endormir au volant. Mais la voiture électrique a aussi des inconvénients majeurs. Temps de charge, utilisation de métaux rares, autonomie et enfin émissions liées à la fabrication des batteries. Le temps de charge n'est pas en soi un problème technologique. Pour le réduire, il suffit d'accroître la puissance de la prise. Ainsi, sur des bornes classiques de 3 kW, il est compris suivant la taille de la batterie entre 6 et 10 heures. Les nouvelles bornes de 22 kW récemment installées à Paris permettent de recharger le véhicule en 1 heure. Mais pour recharger une routière pour une autonomie de 500 km aussi rapidement que vous remplissez le réservoir de votre voiture thermique, il faudrait atteindre des puissances de plusieurs mégawatts. Un non-sens pour le réseau de distribution que l'on ferait exploser, particulièrement en juillet quand tout le monde veut arriver le plus vite possible sur la Côte d'Azur pour profiter du soleil. À coup sûr, vous passerez tous vos vacances sur le parking de l'autoroute. La fabrication des batteries pose par ailleurs le problème de la disponibilité de métaux rares, notamment le lithium et le cobalt. Ainsi, la forte demande de cobalt au cours des 2 dernières années a fait flamber les cours qui sont passés en moins de 3 ans de 25 000 $ la tonne à plus de 70 000 $ la tonne. Peu abondants dans l'écorce terrestre, ces métaux sont aussi souvent concentrés dans des pays politiquement instables. Ainsi, la République démocratique du Congo produit la moitié du cobalt mondial dans des conditions d'exploitation que Zola aurait pu décrire dans un Germinal du XXIe siècle. Enfin, l'autonomie des batteries est intimement liée à ses émissions de fabrication. Une étude récente de l'Agence suédoise de l'énergie a montré que la fabrication d'1 kWh de batterie émettait 200 kg de dioxyde de carbone. Ainsi, la fabrication d'une batterie de Tesla de 85 kWh émettra 17 tonnes de CO2. Elle ne deviendra neutre en carbone vis-à-vis d'une voiture thermique émettant 130 g de CO2 au kilomètre qu'au bout de 150 000 km, une réelle aberration. Tous les indicateurs le prouvent, la voiture électrique est donc avant tout conçue pour des parcours urbains.
La routière électrique n'a pas réellement d'avenir. Pour les longues distances, la voiture thermique basse consommation a encore de beaux jours devant elle. Regardons maintenant les leviers pour réduire la consommation des voitures thermiques. En 2016, le nombre de voitures individuelles a atteint 1,2 milliard. On estime qu'il dépassera les 2 milliards à l'horizon 2035. Le premier levier permettant de réduire la consommation d'un véhicule automobile est la vitesse. En cohérence avec la formule bien connue de l'énergie cinétique, la consommation d'une voiture augmente avec le carré de la vitesse. Ainsi, une réduction de la vitesse sur autoroute de 130 km/h à 100 km/h permettrait de réduire de près de 40% la facture de carburant. Une mesure simple, mais pas nécessairement très populaire. Toujours en cohérence avec la formule de l'énergie cinétique, la consommation d'une voiture augmente proportionnellement à son poids. Comparé à la limousine d'Al Capone des années 30 qui pesait près de 7 tonnes, les véhicules modernes sont globalement beaucoup moins lourds que leurs aînés. Toutefois, la multiplication des équipements de confort, comme le GPS ou le régulateur de vitesse, mais aussi l'addition de normes sécuritaires et environnementales, comme l'airbag ou le pot catalytique, ont fait prendre de l'embonpoint aux véhicules. Leur poids est passé en moyenne de 977 kg en 1990 à 1266 kg en 2011. Il en résulte une augmentation de consommation de près de 25%. Les frottements de l'air sur la carrosserie, mais aussi le frottement des pneumatiques sur la chaussée, s'opposent au mouvement du véhicule et sont donc synonymes de consommation d'énergie. Les performances des pneumatiques sont aujourd'hui évaluées à l'échelle européenne à l'aide d'une grille échelonnée de A pour les meilleurs pneumatiques du marché à G pour les plus médiocres. L'aérodynamisme joue également un rôle essentiel sur la consommation. Plus la carrosserie sera aérodynamique, moins la voiture consommera. Ainsi, la voiture la moins aérodynamique du marché, équipée de pneumatiques de classe G, surconsommera-t-elle à 120 km/h 4 litres au 100 par rapport à la voiture la plus aérodynamique du marché, équipée de pneumatiques de classe A. Mais le mode d'utilisation impacte aussi ses performances. Ainsi, rouler vitres ouvertes ou poser un vélo sur le toit de son véhicule peuvent à vitesse élevée augmenter la consommation de 1 à 2 litres au 100 km. Il en est de même si on roule avec des pneus sous-gonflés. Selon une étude récente, 71% des automobilistes européens rouleraient avec des pneumatiques sous-gonflés. Cela représenterait pour l'Europe une consommation additionnelle de 2 milliards de litres de carburant par an. Réduire la consommation nécessite aussi de proscrire accélération et décélération permanentes, ainsi que les sous-régimes ou les sur-régimes du moteur. Là où l'humain ne peut agir que de façon médiocre, le digital permet de réguler avec une très grande précision. La plupart des véhicules de série sont déjà équipés d'un régulateur de vitesse permettant de maintenir une vitesse constante. Mais l'avenir réside incontestablement dans la boîte de vitesse intelligente qui choisira automatiquement les régimes optimaux. Grâce au digital, même l'aérodynamisme pourra devenir intelligent. Vitesse, poids, aérodynamisme, digital et comportement, autant de leviers qui permettraient assez aisément de réduire d'un facteur 3 la consommation moyenne des voitures thermiques actuelles. Le parc de 1,2 milliard de voitures consommait en 2017 environ 16 millions de barils de pétrole par jour. En supposant qu'en 2035, 25% des 2 milliards de voitures seront électriques, sans aucun progrès sur la consommation des voitures thermiques, la demande de pétrole passerait alors à 20 millions de barils par jour. Au contraire, sans voitures électriques, mais en divisant par 3 la consommation des voitures thermiques, la consommation pétrolière serait ramenée à 9 millions de barils jour, soit 11 millions de barils en moins.
La réduction de la consommation de carburant représente donc un levier bien supérieur à celui du déplacement des voitures thermiques vers les voitures électriques. Le futur parc automobile devrait donc faire une large place à la voiture électrique en ville, mais sur les longues distances, l'option la plus crédible reste clairement la voiture thermique basse consommation. Cette option est celle de Peugeot, contrairement à Renault, qui a tort, à notre avis, mise sur le 100% de voitures électriques. Parlons un peu maintenant d'électricité. Les combustibles fossiles restituent aujourd'hui 67% de l'électricité mondiale et sont responsables de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le charbon compte pour 41%, le gaz pour 22%, alors que le pétrole avec seulement 4% a presque totalement disparu du mix électrique. En ce qui concerne les énergies décarbonées, l'hydroélectrique compte pour 16%, le nucléaire 11% et les renouvelables 7%. Alors vous êtes d'accord avec moi, le charbon, le gaz et le pétrole, on n'aime pas. L'hydroélectricité, on aime moyennement et de toute façon, la plupart des sites sont aujourd'hui occupés. Et son expansion est donc plus que limitée. Et le nucléaire, on déteste comme les fossiles. Tout ce qu'on n'aime pas représente donc 78% du mix électrique, tandis que tout ce qu'on adore ne représente que 6%. Et pourtant, désinformés par des gouvernants incompétents et des lobbies écologistes sans scrupules, on nous laisse croire qu'on pourrait transformer d'un coup de baguette magique ces 6% en 78%. D'autant que nos préférés, ou du moins ceux qu'on nous impose de préférer, sont en plus d'une inefficacité redoutable, car les renouvelables, c'est un peu l'histoire drôle du regretté Raymond DeVos. Vous ne savez pas où et quand. Car le thermique et le nucléaire, c'est où je veux, mais aussi quand je veux. Il suffit de construire la centrale là où se situent les principaux besoins d'électricité et de la faire fonctionner au gré de la demande. Par contre, les renouvelables, c'est quand Dame Nature le veut et où Dame Nature le veut. Nous n'avons donc aucun contrôle ni spatial ni temporel sur l'électricité produite, d'autant que cette dernière ne peut être stockée. Cette inefficacité des énergies renouvelables apparaît clairement quand on rapporte la production d'électricité à la puissance installée. Un réacteur nucléaire délivre de l'électricité durant environ 80% de son temps. Autrement dit, un réacteur nucléaire d'1 gigawatt produira annuellement environ 7 TWh d'électricité. Par contre, le même gigawatt d'éolien ne produira que 2 TWh, tandis que le solaire n'en produira qu'un seul. Autrement dit, tout gigawatt nucléaire supprimé demandera en moyenne de rajouter au moins 3,5 gigawatts d'éolien et 7 gigawatts de solaire. Et encore, cette évaluation est-elle très optimiste dans la mesure où elle suppose qu'il n'y a jamais d'intermittence complète. Dans un pays où les éoliennes sont uniformément distribuées, les différents territoires compenseraient à tout instant leurs intermittences. Pour réduire la part du nucléaire français de 20 gigawatts, comme le voulait la loi sur la transition énergétique, il aurait donc fallu rajouter 35 000 éoliennes de 2 mégawatts aux 6 000 existantes. Or, au rythme actuel de 600 nouvelles éoliennes par an, le parc dépassera à peine les 10 000 éoliennes en 2025. On comprend donc aisément pourquoi le ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, a été obligé de faire marche arrière sur un engagement techniquement intenable. Il a déclaré que l'objectif 2025 serait retardé sans donner de date précise, une décision plus que sage compte tenu des chiffres ci-dessus. La mise en œuvre des renouvelables repose donc en premier lieu sur une course effrénée au gigawatt. Si le quand rend les renouvelables très capricieux, le où les rend pratiquement inutilisables aux échelles régionales et nationales. Imaginons la France de toujours, du soleil dans la région PACA, du vent dans le golfe d'Aquitaine, mais de la pluie en Normandie et de la neige dans les Vosges et en Alsace. Sans un réseau très dense de lignes à haute tension, le soleil de Marseille et le vent de Bordeaux
ne parviendront jamais ni à Rouen ni à Strasbourg. La mise en œuvre des renouvelables repose donc sur une deuxième course effrénée, la course à la ligne haute tension. Illustrons tout cela en comparant les transitions énergétiques allemandes et britanniques. Pour satisfaire aux revendications de ses lobbies écologistes, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire tout en mettant en œuvre une politique renouvelable très agressive. Depuis 2010, près de 100 gigawatts de renouvelables ont été installés, tandis que le parc nucléaire était réduit de 40%. Une double stratégie qui n'a été rendue possible qu'en maintenant le niveau de la génération charbonnière, qui représente toujours la moitié du mix électrique allemand. La Grande-Bretagne a choisi une stratégie opposée. Elle a conjointement mis en œuvre 30 gigawatts de renouvelables, mais s'est appuyée à la fois sur le gaz et le nucléaire pour diviser par 3 sa génération charbonnière. En termes de gaz à effet de serre, la stratégie allemande s'est avérée catastrophique, avec seulement 2% de réduction de gaz à effet de serre depuis 2010. La croissance future de la consommation électrique s'appuyant sur le charbon, ces émissions devraient même réaugmenter d'ici 2020. Au contraire, la stratégie britannique a permis à la patrie Shakespeare de réduire en 5 ans ses émissions de gaz à effet de serre de 25%. Quant au où, il pousse le modèle allemand presque au ridicule. Les principaux gisements de vent se trouvent sur la Baltique, alors que les besoins d'électricité sont dans la Ruhr et en Bavière. Il sera donc nécessaire de mettre en œuvre 10 000 km de lignes haute tension pour un coût exorbitant de 50 milliards d'euros. Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en garantissant sécurité énergétique et croissance économique dans un monde en croissance démographique continue, voilà le rêve que nous souhaiterions réaliser. Alors, la transition énergétique pourra-t-elle vraiment dépasser la quadrature du cercle? Les émissions annuelles résultant de la combustion des énergies fossiles comptent aujourd'hui pour environ 35 milliards de tonnes. En poursuivant nos politiques énergétiques actuelles, nous atteindrons allègrement 3 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2050. Le limiter à 2 degrés demandera de réduire les émissions de 575 milliards de tonnes. Intéressons-nous à la distribution mondiale de ces 575 milliards de tonnes. La Chine représente 31% de l'effort, contre 13% pour les États-Unis, 6% pour l'Europe et 50% pour le reste du monde. Mais 70% de l'effort vient des pays émergents, alors qu'il ne compte que pour 38% de la richesse mondiale. On retrouve là à nouveau le syndrome du pauvre. Le premier défi de la transition repose donc sur un transfert massif de richesses depuis les pays de l'OCDE vers les pays émergents. Évalué entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars par an, ce transfert représente entre 3 et 4% du produit intérieur brut des pays de l'OCDE. Les 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches aux pays pauvres lors de la COP21 sont donc très loin du compte. Le second défi est clairement politique. Le développement durable, rappelons-le, repose sur la gestion simultanée de 3 piliers complémentaires mais non substituables, l'environnemental, le sociétal et l'économique. La transition énergétique s'inscrit clairement dans ce concept. Elle s'appuie, elle aussi, sur 3 piliers en parfaite bijection avec ceux du développement durable. La problématique climatique est environnementale, la sécurité énergétique est sociétale, la compétitivité des entreprises est économique. Parmi les 3 piliers de la transition, le climat est global, alors que les piliers sécurité énergétique et compétitivité des entreprises sont profondément nationaux. Une vision nationaliste privilégiera toujours les piliers sécurité énergétique et compétitivité des entreprises par rapport aux piliers climat. Le plus grand ennemi de la transition énergétique n'est donc ni le charbon, ni le pétrole, ni le gaz, mais bien l'égoïsme nationaliste. Le président Trump, qui chante haut et fort que la transition énergétique n'est favorable ni aux citoyens américains, ni aux entreprises américaines, et encore moins
aux contribuables américains en est aujourd'hui le parfait porte-parole. L'Europe des nations, foisonnant de Londres à Budapest en passant par Paris, n'est pas seulement une aberration politique, c'est aussi une aberration énergétique. Notre avenir à tous réside bien dans la construction d'un État fédéral européen qui finira par émerger au cours des prochaines décennies. Le troisième défi est clairement technologique. La croissance verte apparaît comme une dangereuse utopie, car, contrairement à une idée reçue, elle ne représente en rien une percée technologique. Tiens, à propos, saviez-vous que 5 millions d'euros sont dispersés en pièces de monnaie que les touristes perdent chaque année sur les plages françaises? De l'argent gratuit qu'il suffit de récupérer avec un détecteur de métal. Comme les pièces de monnaie, les énergies renouvelables sont gratuites, mais également dispersées. Comme les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, peut-être que dans l'avenir, les détecteurs de métal seront plus performants et permettront de récupérer plus rapidement les pièces de monnaie. Mais ce qui à coup sûr ne changera pas, c'est la dispersion des pièces. Au début du XXe siècle, l'économiste autrichien Joseph Schumpeter avait montré que la croissance économique résultait entre autres de l'innovation destructrice. Pour créer de la croissance, il fallait qu'une innovation détruise la technologie précédente. Ainsi en fut-il des CD avec les disques vinyles ou de la photo numérique avec l'argentique. Les énergies renouvelables ne représentent en rien une innovation destructrice. La pile à combustible et la première voiture électrique datent de 1840. L'éolienne n'est que le couplage d'un moulin à vent inventé 2000 ans avant Jésus-Christ avec le disque de Faraday. Hertz découvrit l'effet photoélectrique à la fin du XIXe siècle, Diesel fit tourner son premier moteur à l'huile d'arachide et la célèbre Ford T fonctionnait à l'alcool. C'est bien le pétrole beaucoup plus performant qui a été l'innovation destructrice des renouvelables. J'émets donc un profond doute quant à inverser le processus. D'autant que si l'on considère l'ensemble de leur cycle de vie et non pas seulement leur phase d'utilisation, les énergies renouvelables sont loin d'être neutres en carbone. Ainsi, la fabrication d'une éolienne demandera 150 tonnes d'acier et 400 mètres cubes de béton, un processus fortement émetteur de gaz à effet de serre, tandis que la fabrication d'une batterie de 30 kWh émettra 6 tonnes de CO2. Il est donc illusoire de vouloir électrifier un pays entier ou même une grande région à l'aide de renouvelables. L'énergie Wirde allemande nous l'a montré, le modèle renouvelable centralisé débouchera à coup sûr sur une impasse. Le solaire ou l'éolien étant des énergies purement locales, pour être viables, elles auront besoin du support d'un ami thermique dont la taille dépendra des ressources renouvelables locales. Là où les ressources solaires ou éoliennes sont importantes, il ne faudra que des centrales thermiques de petite taille. Mais là où les ressources sont fortement intermittentes, de grosses unités resteront nécessaires. Quoi qu'il en soit, la transition du charbon vers les renouvelables sera un chemin très tortueux qui devra s'appuyer à la fois sur le gaz, mais aussi et surtout sur le nucléaire. Décarboner la société, ce sera donc aussi la renucléariser, dans un premier temps avec sa version imparfaite qu'est la fission, puis plus tard grâce à sa version quasi parfaite que sera la fusion. Car c'est bien dans la fusion nucléaire que réside la véritable percée technologique et la véritable innovation destructrice. Nous n'aurons alors qu'imiter le Soleil qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. Le déplacement des fossiles vers les renouvelables représentant une semi-impasse, à moyen terme, c'est donc sur la réduction de l'intensité énergétique qu'il faudra principalement compter. Mais, même si les réserves de réduction de l'intensité énergétique sont importantes dans les pays émergents, il est peu probable qu'elles puissent à elles seules compenser la croissance démographique et continuer de nous offrir à moyen terme ce que nous avons réalisé depuis le dernier conflit mondial, à savoir une croissance économique à 3%. Car, dans un monde fini,
une telle croissance n'est malheureusement pas viable à long terme. Imaginons un pauvre Égyptien possédant en 2000 ans avant Jésus-Christ une très modeste surface habitable de seulement 1 mètre carré. Dans notre très grande générosité, offrons-lui le Graal de l'homme moderne, c'est-à-dire 3% de croissance par an. Quelle est, à votre avis, sa surface habitable aujourd'hui? La réponse est édifiante. En l'an -1362, il possédera Paris. En -1092, la France. En 989, l'Europe. En -858, la Terre. En +40, le système solaire. Et en 1221, la Voie lactée. Aujourd'hui, après 4000 ans, notre pauvre Égyptien est propriétaire d'une surface habitable de 2,23 10 exposant 51 mètres carrés, soit davantage que l'univers observable. Je vous laisse réfléchir sur cette dernière image en vous remerciant de votre fidélité. Vous trouverez tous les détails de cette approche dans Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle, disponible en librairie et sur le net. Si vous ne l'avez déjà fait, n'hésitez pas à adhérer à Energy Challenge pour être informé de toutes les nouveautés. Je vous souhaite d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles séries.